Donc on vous connaît pour vos travaux en astrologie, notamment. Oui. Mais vous avez d'autres facettes, d'autres cordes à votre arc. L'image de la corde et de l'arc est assez jolie. Disons que l'astrologie c'est un moyen, mais ce qui m'a ce qui m'a très longtemps intéressé, c'est la question du sens. Et donc, comme j'ai une formation scientifique, je me suis rendu compte, en biologie, en biochimie, je me suis rendu compte au bout de longues années que la science ne répondait pas à la question du sens. Et que la biologie, la biochimie ne répondaient pas non plus à la question de la vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le vivant? Donc du coup, après un peu de recherche fondamentale, je me suis intéressé au langage symbolique qui, eux, par contre, répondent à la question du sens. En d'autres termes, c'est la fameuse différenciation hémisphère droit et hémisphère gauche, hein, c'est-à-dire la logique cartésienne, scientifique, analytique, etc., est très performante pour analyser la réalité objective, c'est-à-dire le monde objet, alors qu'elle est complètement impuissante pour comprendre la nature, un, du vivant, et deux, la nature du sens. Donc après, j'ai toujours essayé de faire une espèce de, non pas de correspondance, mais de parallélisme entre ces deux approches scientifiques et symboliques, parce que ce ne sont pas les mêmes lois qui organisent les deux systèmes, ce ne sont pas les mêmes processus, même s'il y a des lois dans les deux cas. Mais un exemple simple, au niveau symbolique par exemple, le symbole fonctionne sur le paradoxe. C'est-à-dire, dès qu'on a quelque chose qui semble paradoxal ou contradictoire, on sait qu'on tient le fil d'un vrai symbole. Alors que dès qu'on a quelque chose de contradictoire en science, on sait qu'on tient quelque chose qui est de l'ordre de l'erreur. Donc ces deux choses, on a beaucoup de choses miroirs comme ça entre l'approche scientifique et l'approche symbolique. Autrement dit, ce qui est paradoxal, ce qui est contraire, parfois contrariant, dans le champ symbolique, est source de vitalité, est source de sens, est source de mouvement, est source de progrès. Encore faut-il définir le progrès. Par contre, ce qui est source, évidemment, de contradiction en science est source d'erreur. Donc, un autre exemple, très souvent, ce qui est vrai dans le monde extérieur doit être complètement inversé pour être intégré dans le monde intérieur. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la fonction martienne en astrologie, qui est la capacité de combat, la capacité d'initiative, la fonction de combat est complètement nécessaire dans le monde extérieur, évidemment, pour ou d'ambition, comme vous voulez, bref, pour avancer et se dynamiser dans son existence extérieure, dans des projets, dans des objectifs, dans des réalisations concrètes. Par contre, si on veut avancer dans le monde intérieur, il faut être tout sauf dans la bataille, sauf dans la bagarre. Donc on ne peut aller vers l'essence de soi-même, aller vers le cœur de son cœur, que si on abandonne ses armes. Ça, c'est la grande leçon du premier travail d'Hercule, hein, où Hercule rentre dans la grotte pour tuer le lion de Némée sans armes. Donc les lois du monde extérieur sont inversées par rapport aux lois du monde intérieur. Autant il est important de se battre dans le monde extérieur et de savoir dire non, autant il est important de rentrer sans armes dans notre réalité intérieure et de savoir dire un oui sans arrière-pensée et sans réticence. Donc il y a des choses simples comme ça à voir en voyant que l'être humain n'est pas seulement évidemment un être qui suit des lois mécaniques et qui a besoin de pain pour croître, mais il a aussi besoin de sens pour s'élever, pour grandir intérieurement. Donc c'est ces deux mondes en réalité que j'essaie de maintenir en parallèle et non pas en synthèse ni évidemment en contradiction, mais de montrer que chacun a une pertinence, mais avec ses propres limites et dans son propre champ d'expérimentation. Le champ d'expérimentation de la science étant évidemment la réalité objective et le champ d'expérimentation du symbole étant la nature subjective, c'est-à-dire tout le champ de la conscience en réalité. Alors oui, pour répondre à la question quand même, donc l'astrologie est un moyen. L'astrologie, pourquoi c'est un moyen? Parce que c'est un système symbolique.
qui consiste à lire de manière symbolique ce que l'astronomie du système solaire nous apprend. Donc là encore, il n'y a pas de contradiction entre science et astrologie, simplement c'est deux regards différents portés sur la même chose. L'astronome va regarder le système solaire objet et l'astrologue va regarder le système solaire symbole. Mais c'est le même système solaire, bien évidemment. Lorsque vous tombez en panne de voiture, vous pouvez regarder l'aspect mécanique de la panne de voiture, mais vous pouvez aussi regarder son aspect symbolique, et donc regarder si c'est la boîte de vitesse, les freins ou l'accélérateur, ou l'huile. Évidemment, ça dira pourquoi, psychiquement, vous êtes en panne à ce moment-là de votre histoire. Donc une même réalité est à la fois, en réalité, objective et a une densité subjective. Donc c'est ça l'astrologie. Donc après, il y a d'autres systèmes qui permettent d'explorer ce monde du sens, et notamment le symbolisme que j'évoquais tout à l'heure, et puis la mythologie grecque. En réalité, toutes les mythologies, mais je connais surtout la mythologie grecque. Simplement, on peut faire cette analogie. La mythologie grecque est une espèce de corpus, de grands livres, qui nous parle de la nature du monde du sens, et de son mouvement, et de son histoire. Alors, simplement pour faire une analogie avec un livre écrit en langage alphabétique, on pourrait dire que dans un mythe, les symboles qui sont dans le mythe correspondent aux lettres des mots, les mots eux-mêmes vont correspondre aux dieux, et les histoires entre les dieux vont correspondre à l'histoire qui est racontée dans le livre. Donc, pour comprendre un mythe, évidemment, il va falloir le ramener à ses composantes essentielles qui sont la nature des dieux et la nature des symboles, et après, tout va faire sens. Donc, les mythes je crois que c'est Lévi-Strauss disait que les mythes sont hors du temps, c'est pour ça qu'ils ont une valeur universelle, hein, parce que alors il y a deux manières de comprendre l'origine des mythes. Il y a une approche jungienne, et notamment l'universalité des mythes. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde certaines thématiques, comme le vol du feu, ou plutôt l'acquisition du feu, dans toutes les mythologies, le feu est un rapt, le feu est un vol. Ce qui veut dire psychiquement que toute acquisition de connaissances est liée à une transgression. L'histoire, évidemment, nous l'a bien montré à travers toute la pression qu'a pu exercer, par exemple, les monothéismes pour interdire les dissections et interdire l'évolution et la mise en marche de la science, c'est-à-dire de la connaissance claire liée à la lumière, liée au feu. Donc il y a deux hypothèses pour comprendre pourquoi les mythes sont universaux, quelle que soit évidemment la couleur qu'ils vont prendre dans les différentes cultures. La première hypothèse est jungienne, c'est-à-dire il existe des archétypes, c'est-à-dire des universaux, qui sont les briques fondamentales de l'univers psychique. Jung disait l'archétype est au monde du sens ce que l'atome est au monde de la matière. Donc il prenait cette très belle image. L'atome est invisible, l'archétype est invisible, on ne peut percevoir que ses traces. L'atome est à la fois proton, électron, c'est-à-dire et neutron, mais positif et négatif. L'archétype est à la fois ombre et lumière. Donc, c'est-à-dire puissance de destruction et puissance de création. Et l'ensemble permettant en réalité de maintenir le système. Les fameuses trois grandes forces qu'on retrouve aussi bien en Inde que dans toutes les traditions. La force de destruction, la force de construction, la force qui maintient le système. Donc dans l'hypothèse jungienne, il existe quelque part autour de nous, autour de la Terre, autour de la planète, dans l'univers, que ce soit du lointain ou du proche, ces fameux atomes, c'est-à-dire ces fameux archétypes, qui sont sans cesse en mouvement, qui ne demandent qu'une chose, c'est d'interagir avec le monde ordinaire. Et lorsqu'ils interagissent, on appelle ça bien sûr une synchronicité. On pourrait dire c'est
c'est l'incarnation des archétypes dans le monde ordinaire, dans le monde visible, dans le monde sous-lumineux, on pourrait dire en physique, il y a des particules qui vont moins vite que la lumière. Et donc c'est ce processus d'incarnation des archétypes dans le monde ordinaire qui permet l'évolution du monde ordinaire. Parce qu'il est empli de sens, il est empli de signification, et on a toute l'histoire qui va se créer à ce moment-là. Autrement dit, on pourrait dire que ce n'est pas les mythes qui créent l'histoire, plutôt ce n'est pas l'histoire qui crée les mythes, mais les mythes qui créent l'histoire. C'est-à-dire les forces de sens qui descendent dans notre organisation sociale, culturelle, psychique et matérielle, qui fait que tout ça, ça se met en mouvement. Donc ça, c'est un des grands sujets de l'astrologie mondiale, hein, entre autres, hein, qui permet de comprendre comment ces grands archétypes, qui sont ici représentés par les planètes, hein, Mars, Arès, Vénus, Aphrodite, Uranus lié à Prométhée, à Ouranos, Neptune, etc. Tout ça, c'est des dieux, donc c'est des archétypes en réalité. Comment ils vont raconter une histoire en interagissant par leur mouvement perpétuel, et comment cette interaction perpétuelle va produire ce que nous appelons l'histoire. L'histoire est faite de sens, évidemment. L'histoire n'est pas seulement faite d'économie et de retour sur investissement. Donc il y a tout un champ du symbole qui consiste à regarder comment alors, les dieux, les grands mythes ou les planètes dans le système astrologique vont informer le monde dans lequel nous vivons et donc donner sens à nos existences individuelles, mais aussi mettre en mouvement les grandes existences collectives qu'on appelle les civilisations, les nations, etc. Donc ça, donc il y a évidemment un rapport entre la mythologie et l'astrologie, puisque les mythes eux-mêmes, ce sont des personnages qui portent le nom des planètes, et c'est bien sûr pas forcément par hasard. Et puis, cette troisième... et donc tout ça, ça va se lire évidemment par les lois symboliques dont je donnais deux ou trois exemples tout à l'heure. Et il y a une autre chose qui me paraît importante, c'est la conscience là-dedans. C'est-à-dire l'interaction entre les archétypes et le monde ordinaire ne peut se faire que s'il y a de la conscience. Autrement dit, ne peut être que canalisé et organisé et finalement arriver à un mariage esprit-matière, à un mariage archétype-atome en quelque sorte, que si la conscience est médiatrice. Et donc après, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'explorer les voies d'expansion de la conscience. Alors, bien sûr, il y en a plein, mais j'en privilégie trois, mais sans doute par goût personnel, à savoir la méditation, bien sûr, le travail chamanique avec des plantes qui permettent l'ouverture de la conscience, et enfin, je trouve intéressant les travaux de Robin Monroe à travers les sons binaurales, toute la technique EmiSync qui permet justement, en mettant un certain nombre de fréquences sonores décalées de quelques hertz dans les oreilles, de reproduire volontairement ce qui se passe pendant le sommeil, et à ce moment-là, en créant les fréquences adéquates qui se développent lorsque le cerveau est endormi, lorsque la conscience est endormie, ou plutôt lorsque le corps est endormi, et ce qui permet d'aller explorer en conscience ce qui se passe pendant les rêves et pendant les phases de sommeil paradoxal. Et à ce moment-là, on se rend compte que, alors j'ai fait plusieurs sessions de ce genre de séminaire Monroe, et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de réalités subjectives, et je pèse mes mots, c'est-à-dire la nature subjective est aussi réelle que la réalité objective. Il y a tout un monde qui s'organise derrière le voile du visible. Et ce monde peut être exploré par la conscience. Et ce que j'ai envie de dire ici, c'est que plus une conscience est subtile, plus elle est large et plus elle peut s'ouvrir, et en même temps plus elle est fragile, et ça c'est un vrai problème. Plus elle peut s'ouvrir et plus elle peut contacter la présence des mondes invisibles et probablement jusqu'à la nature des archétypes, et à ce moment-là faciliter ce travail de mariage entre l'esprit et la matière. Et on a ce très beau symbole, qui est le symbole entre autres notamment de Saint Luc, qui est le taureau ailé, c'est-à-dire comment
la matière s'élève au ciel, qui est vraiment ce symbole de ce que peut devenir qui donne du sens à ce que pourrait être une planète sacrée. Une planète sacrée étant une planète où les forces signifiantes du monde invisible organisent sans heurts et sans encombrement la vie dans le monde visible, ordinaire et quotidien. J'avais envie de rebondir par rapport à ce que vous avez évoqué sur la descente de la conscience. Plus l'être était ouvert à la conscience, plus il était en état de réceptivité, mais en même temps, plus cela pouvait poser question, ou en tout cas ne pas être aisé pour lui. Oui, alors c'est une vraie question. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on va construire une cuirasse, dans un premier temps. L'enfant qui naît est naturellement ouvert. Il a naturellement le cœur ouvert, et le corps aussi. Tout son organisme, en fait, est ouvert. Mais évidemment, il va naître dans un champ énergétique plein de mémoires. Alors, mémoire liée à l'endroit, à la pièce où il va naître, où il naît plutôt, mais aussi mémoire liée au transgénérationnel, c'est-à-dire à tout ce que ses parents déposent tout ce que l'inconscient de ses parents dépose en lui et qui n'a pas été réglé par les générations et les générations et les générations. Toutes les mémoires du lieu, c'est-à-dire de la ville où il va naître, les mémoires de la nation et les mémoires de l'humanité. Donc on est dans une espèce de... Le bébé qui arrive au monde va naître dans une espèce de... On pourrait presque dire de poubelle psychique. Parce que, pourquoi ? Simplement, j'étais aux États-Unis il y a quelques années, et les États-Unis, c'est un pays jeune. C'est-à-dire, bon, bien sûr, il y avait les Indiens, mais ils n'ont pas l'histoire tourmentée de l'Europe. En termes de guerre, pensez à la guerre de 100 ans, à la Grande Peste Noire, aux conquêtes romaines, enfin, il y a eu beaucoup de souffrance en Europe. Et lorsque j'étais là-bas, j'avais, comme tout le monde, le sentiment que tout est possible et que une personne peut beaucoup plus facilement prendre son espace et réussir ses projets de vie. Témoin de cela, les routes sont 3 fois plus larges, les tasses de café sont 4 fois plus hautes, et la prise de parole est infiniment plus facile. Pourquoi ? Simplement parce qu'il n'y a pas un champ de mémoire aussi serré et dense qu'en Europe, où les routes sont étroites, les tasses de café sont toutes petites, et la pensée est à la taille de ces mémoires-là. Donc, simplement, nos corps physiques, émotionnels, mentaux sont comprimés en réalité par les champs de mémoire qui nous entourent. Ces champs de mémoire étant créés par toutes les histoires du passé, toutes les souffrances du passé qui ne sont pas réglées. Les États-Unis étant un pays où il n'y a pas toute cette longue histoire, évidemment, le champ astral est encore beaucoup plus ouvert et moins maillé d'une certaine manière. Donc, et ça, on le sent physiquement quand on est là-bas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'enfant qui naît l'âme qui naît va s'enrober, en tout cas, de toutes les mémoires du transgénérationnel, du lieu, etc. Et bien sûr, les archétypes symbolisés par les positions des planètes dans le ciel au moment de sa naissance. Donc du coup, il va avoir tendance à se fermer, à se cuirasser. Pourquoi ? Parce que le cœur se cuirasse pour ne pas souffrir. Le cœur, ou le petit enfant qui est en connexion naturelle avec l'ensemble du vivant, que ce soit ses parents, mais les plantes qui sont autour, etc., il va finir par se cuirasser parce que il y a tellement de choses jugées dangereuses pour l'équilibre du soi, qui empêchent l'expression naturelle de l'amour du cœur et du message du soi, et de la mission du soi. Donc tout ce barricadement va se mettre en place. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir l'éducation et tout le machin, qui va nous aider à construire un faux self, c'est-à-dire une personnalité adaptée au monde, mais coupée de notre réalité spirituelle, de notre réalité profonde, coupée de notre âme, coupée de la puissance, présence
du cœur. Et donc tout le travail après va consister justement à ouvrir cette carapace. Mais on ne peut le faire qu'en conscience si on a créé un champ de résonance à l'intérieur du cœur. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas créé ce champ de résonance, on va à nouveau être oppressé et explosé par la pression de la poubelle extérieure, la pression de toutes ces souffrances qui n'ont jamais été réglées. Et ça, on a un très joli mythe qui l'illustre. C'est l'histoire d'Apollon. Apollon, le dieu du cœur, un jour, il fait un concours de musique avec Marsyas. Marsyas est flûtiste. Apollon est guitariste. Il joue de la lyre. On va le mettre à la moderne. Il joue de la lyre, avec la lyre à 7 cordes, le 7 étant bien sûr le symbole des 7 plans de conscience. C'est-à-dire de la totalité de ce que la conscience humaine peut explorer. Et ils jouent très bien tous les deux, et il n'y a pas moyen de les départager. Et puis Apollon, il a une idée subite, il retourne sa lyre, et il joue à l'envers, et il dit à Marsyas, écoute, retourne ta flûte et joue à l'envers. Alors Marsyas, évidemment, il est bien embêté, on ne peut pas jouer une flûte dans l'autre sens. Donc Apollon va gagner le concours, et comme Marsyas a perdu le concours, il sera puni. Et sa punition sera d'être écorché vif. Donc on est toujours, dans les mythes, on est toujours puni par là où l'on a péché. C'est-à-dire je ne devrais pas dire ça, parce qu'on va l'interpréter d'une manière soit karmique, soit judéo-chrétienne, soit moraliste. Ce n'est ni karmique, ni moraliste. Le symbole donne toujours le sens par rapport à ce qui manque. Donc c'est plus un enseignement qu'une morale ou qu'une loi de cause à effet de type karmique. Qu'est-ce qui a manqué à Marsyas ? Il est écorché vif. C'est-à-dire qu'il est à fleur de peau, en réalité. Le souffle qui traverse la flûte n'a pas pu être intégré dans sa conscience. La différence entre la lyre et la flûte, c'est que la lyre a une caisse de résonance et la flûte n'a pas de caisse de résonance. Donc, le héros du cœur, Apollon, a créé en lui, dans l'espace cardio-pulmonaire, cette caisse de résonance qui s'appelle en réalité le soi, une conscience d'âme qui va permettre de recevoir les puissances du souffle, les puissances de l'esprit, et de les métaboliser sans se laisser détruire par elles. Car encore une fois, on peut être ébloui par la lumière d'un archétype, et on peut aussi être effondré par l'aspect ombre du même archétype. Donc les archétypes sont des forces sauvages, d'une puissance incroyable, et s'il n'y a pas cette présence du soi qui est dans la conscience centrée, ouverte, et qui est capable d'entrer en résonance avec les autres existants, évidemment, y compris la nature dans le chamanisme, mais y compris les forces les plus hautes, comme dans les processus d'éveil, à ce moment-là, on explose. Donc tout le processus, toute l'histoire de l'humanité va être de construire cette entité psychique qu'on appelle le soi, pour pouvoir éviter, comme Marsyas, d'être brûlé vif par les puissances des mondes invisibles qui descendent et qui sont portés par le souffle étant évidemment le pneuma, l'esprit en grec. Mais pour tout ça, pour dire quoi ? Pour dire qu'on ne peut pas contacter les puissances invisibles, que ce soit par la méditation, que ce soit par les travaux chamaniques ou que ce soit par même les sons binaurales, enfin les sons de hémicycle, Monroe, si on n'a pas la conscience posée dans le cœur de son propre cœur. Sinon, il y a évidemment ces risques de déstructuration, ces risques de danger, ces risques voire de folie, parce qu'évidemment, si la structure du moi explose, on devient les marionnettes de ces forces invisibles et non plus leur point d'ancrage, leur point d'assise dans le monde de l'expérience ordinaire. Donc tout ça, c'est
donc faut être très vigilant. Et les expériences spirituelles prématurées, évidemment, peuvent être dangereuses si on ne prend pas ce temps d'intégration, qui est justement cet espace de caisse de résonance qu'Apollon élabore en jouant de la lyre. Donc après, dans le processus intérieur, dans le processus spirituel, la vraie difficulté, c'est pas de contacter ces puissances, c'est de trouver cet espace intérieur où on peut les intégrer sans se laisser déstabiliser par elles. Plus on enlève la thorax veut dire cuirasse. Donc plus on enlève la cuirasse du thorax, plus le cœur va être mis à nu, et plus évidemment il va recontacter ce que sait faire le petit enfant, c'est-à-dire ce contact naturel et spontané, vivant et sensible avec l'ensemble des existants. Mais en même temps, pour que cette situation puisse se stabiliser, que ça ne se referme pas, il va falloir que la conscience rentre dans l'immobilité et puisse accueillir tout ce qui surgit sans être perturbé par, c'est-à-dire sans s'identifier à ce qui surgit. Donc c'est tout ce travail de conscience en réalité qui rend vivant à la fois la dimension astrologique, la dimension symbolique et la dimension mythologique. Puisqu'on peut, au fond, il y a des choses intéressantes qui pourraient être faites, c'est-à-dire toute cette mise en scène des archétypes à travers le théâtre, à travers la danse, à travers la musique, à travers le... Bref, avoir une approche sensible, c'est-à-dire à travers l'art, de ces royaumes spirituels qui sont symbolisés par l'astrologie et la mythologie et lus par le symbolisme, pour aller vers quelque chose qui serait de l'ordre d'une, entre guillemets, d'une école des mystères ou d'une école initiatique, c'est-à-dire qui ne soit pas seulement dans l'intellect, dans la pensée. Pourquoi la pensée est dangereuse? Parce que la pensée ne souffre pas. C'est tellement facile quand la carapace du thorax, la cuirasse du thorax, enferme le sujet dans sa propre subjectivité. À ce moment-là, il va se réfugier dans le mental. Et pourquoi? Parce que le mental ne souffre pas. C'est-à-dire, à ce moment-là, on peut concevoir des choses extraordinaires, qui sont justes ou qui sont fausses, la question n'est pas là, mais qui ne sont pas vivantes. Et donc, du coup, il y a un risque, bien sûr, d'assèchement, et il y a un risque de séparativité entre le penseur et ce qui est pensé. Et il n'y a que le cœur qui puisse recréer ce lien de concorde. Concorde et cœur, c'est la même racine étymologique. Entre la nature humaine et l'ensemble et la nature de la nature et l'ensemble des autres existants. Donc aller vers un monde qui ne soit que de l'ordre de la pensée, comme c'est le cas aujourd'hui dans le champ scientifique, puisque la science évidemment considère que l'être humain, c'est-à-dire l'expérimentateur, ne doit pas faire partie de l'expérience. Donc il y a une distance, une dualité qui se produit entre l'expérimentateur et ce qui est expérimenté. Et cette dualité qui est fondatrice va se retrouver dans toute notre lecture du monde. Or, le monde n'est pas duel. Donc il y a une espèce d'erreur fondamentale au départ, qui est d'exclure le chercheur de ce qui est cherché, pour des raisons qu'on comprend bien, qui sont des raisons d'objectivité scientifique, sinon n'importe qui peut faire sa petite théorie, et voilà. Mais il faudra un jour développer la même objectivité dans le champ de l'expérience subjective qu'on a développé l'objectivité dans le champ de l'expérience extérieure. Et ça demande de réfléchir à des protocoles, ça demande de réfléchir à des confrontations entre des expériences individuelles pour comprendre et lever le voile sur la nature de cet invisible, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire.
les psychiatres et les psychanalystes ont des... je ne sais pas si c'est des prétentions, mais en tout cas des intentions scientifiques. Et la science dit la chose suivante, la conscience est un épiphénomène neuronal. Donc, il faut bien comprendre qu'on est dans un choix de paradigme en réalité. Soit on considère qu'il n'y a que de la matière, et que si on suit évidemment les théories de Darwin, mais surtout des continuateurs de Darwin, hein, parce que Darwin n'était pas si darwinien qu'on veut bien le dire. D'ailleurs, il ne parlait pas de la théorie de l'évolution, il parlait de la théorie du transformisme, ce qui n'a rien à voir, puisque le transformisme, c'est juste l'adaptation à l'environnement, alors que l'évolution suppose de partir d'un alpha pour aller vers un oméga, ce qui est en fait une vision théologique, où on a dit téléonomique pour ne pas dire théologique, mais ça veut dire la même chose, alors que Darwin n'était pas du tout dans cette logique-là. Peu importe. Donc si on considère bien sûr que la conscience est le fruit de l'évolution de la matière, et que c'est un épiphénomène, à ce moment-là, on va travailler sur la matière pour faire évoluer la conscience. Et on va surtout chercher à satisfaire les besoins matériels de l'être humain. Donc ça, c'est un paradigme. L'autre paradigme, c'est de dire la conscience existe en soi. C'est-à-dire la conscience est un universel. Et j'aime beaucoup ce que disait Jung. Jung disait l'ego est une cristallisation du flux de la conscience. Ce que disent les bouddhistes par ailleurs, c'est-à-dire lorsqu'on est en méditation, il y a cette conscience universelle qui s'écoule en permanence. Et donc le moi ne serait qu'un tourbillon dans le grand fleuve de la conscience qui s'écoule en permanence. C'est-à-dire quelque chose qui paraît stable, mais qui en réalité est simplement une espèce de petite spécificité, une idiosyncrasie qui dit je. Et qui se croit le centre du monde, un petit peu comme le tourbillon va se croire le centre du système. Donc ce deuxième paradigme qui est de dire l'univers que nous connaissons est le fruit d'une interaction permanente entre la conscience et la matière. Comment partager ces deux hypothèses ? Il n'y a pas de preuve ultime, évidemment. Alors, chacune de ces deux hypothèses va pécher par son propre domaine. C'est-à-dire, la science va dire on ne peut pas explorer la conscience parce que c'est, de toute façon, fausser le protocole expérimental. Dès que, ce qu'on disait tout à l'heure, si un sujet se met dans une expérience, il n'est plus scientifique. Il est un sujet dans une expérience, mais ça n'a plus de valeur scientifique. Donc du coup, on élimine la conscience. Par contre, l'autre extrême va être de dire je vais tout explorer par la conscience. C'est-à-dire, là, on est dans le rêve éveillé, on est dans les expériences de chamanique, d'expansion de conscience, etc. Le grand danger, ça va être la confusion entre le rêve, le vrai rêve et l'hallucination. C'est-à-dire, la conscience va devenir toute puissante à ce moment-là. Et donc, le risque, c'est d'avoir réponse à tout et de construire des systèmes. Donc c'est assez compliqué, c'est-à-dire la science a trouvé un protocole qui permet d'explorer de manière à peu près sûre le monde objectif. Ce qu'il nous faudrait faire aujourd'hui, c'est développer un protocole, une méthode, et Gilbert Durand parlait joliment d'une méthode, par opposition à la méthode cartésienne, donc une méthode avec ses règles, ses lois, son organisation, ses principes, etc., qui permettent d'explorer la nature du monde du sens. Alors maintenant sur la question de la projection. La projection est complètement indispensable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ferait sans projection ? La projection, c'est quoi ? C'est pas seulement quelque chose qui est pathologique,
C'est simplement une intensité de conscience qui investit un autre sujet si on est dans une relation, ou un objet, ou une plante qui est en face de moi. Donc la projection, c'est ce qui va permettre de créer du lien en réalité. Simplement, ce qu'on sait le plus souvent, c'est que la projection est inconsciente. Donc le lien, il va être lui-même dans cette espèce de communion profonde, mais pas toujours formulée. Et surtout, la difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à s'en retirer. C'est-à-dire, on n'a pas cette liberté d'être par rapport aux énergies psychiques qu'on projette, et on est incapable de les ramener quand c'est nécessaire. Donc tout l'espace de liberté de l'être humain n'est pas d'éviter les projections, c'est cette capacité au contraire à en faire aussi consciemment que possible, et ça évidemment c'est déjà difficile, mais surtout de ramener à lui les énergies psychiques qu'il projette sur telle personne, sur tel animal, sur tel végétal ou sur tel minéral. Parce que la projection est un moyen de dialogue. Si on ne sait pas la ramener, ça devient vite un moyen d'enfermement et un lien qui nous enferme. Donc ça, c'est tout le mythe de Prométhée qui est derrière. Qui nous raconte comment se lier pour créer du lien et non pas se lier pour être enfermé, comme il l'a été sur son rocher dans le Caucase. Et on a cette très belle image du mythe de Prométhée à la fin de son histoire. Vous savez qu'il a refusé Pandoros, qui veut dire tous les dons. Il a refusé cette femme magnifique qui lui offrait les dieux, qui lui apportait tous les dons. Mais la clé est donnée à la fin de son histoire. C'est-à-dire, on sait qu'il a été attaché au rocher pendant 30 000 ans, certains disent pour l'éternité, puis Hercule, le héros du cœur, justement, le héros solaire, va le délivrer. Et pour que Zeus ne se dédise pas, puisque finalement, le grand Dieu ne peut pas trahir la promesse qu'il a faite devant les Olympiens que Prométhée serait attaché pour l'éternité à son rocher. Il va trouver une solution. Il va dire, ok, écoute Prométhée, Hercule, j'accepte que tu libères Prométhée, mais Prométhée va garder à son doigt une bague, donc un morceau de chaîne, avec un chaton qui sera en fait un morceau de pierre du rocher auquel il était attaché. Donc il continuera symboliquement à être toujours attaché à ce rocher et Zeus ne sera point dédié. Donc c'est une trop jolie image qui dit c'est l'alliance qui va permettre la libération de Prométhée. Donc tout le mythe nous raconte comment, à l'inverse, comment quelqu'un qui refuse de faire des projections, qui refuse de se lier à Pandore, qui refuse... Qui apporte évidemment la lumière à l'humanité, mais qui refuse de se mêler aux gens du peuple, va, à la fin de son histoire, accepter le lien pour monter dans le lin. Prométhée, c'est Uranus, dans un thème astrologique, ou le Verseau, comme on voudra, mais surtout Uranus. Prométhée, c'est celui qui va trahir successivement sa famille, il va d'abord trahir les siens, ensuite il va trahir sa famille, et ensuite il va trahir les dieux. Donc Prométhée, c'est celui qui va fonctionner par trahison successive. Il va d'abord être ami de Zeus. Ensuite, il va trahir Zeus au moment du sacrifice des bœufs de Mykonos. Et ensuite, il va apporter le feu aux hommes, donc il va trahir les dieux en leur donnant la connaissance. Donc, Zeus en a ras-le-bol de ce troublion qui fait n'importe quoi et qui ne lui obéit pas. Et donc, pour l'empêcher de continuer à sévir, il va lui envoyer Pandore. Pandore, c'est la première femme de l'histoire mythologique qui a été façonnée par les dieux d'une certaine manière, Pandoros, voulant dire tous les dons. Il a un certain nombre de choses, bref. Et Zeus espère que lorsque Prométhée se marie avec Pandore, et donc qu'il arrête ses conneries, quoi, en gros. Donc,
Mais Prométhée veut dire celui qui prévoit. Donc il a vu la ruse de Zeus. Donc il va refuser Pandore, et c'est Épiméthée, celui qui pense après, en grec, qui va épouser Pandore. C'est qui Pandore? Pandore, c'est le contre-feu de Prométhée. C'est-à-dire, elle est censée éteindre le feu prométhéen. Et donc le Prométhéen, c'est pour ça souvent qu'il va refuser le mariage, parce qu'il a l'impression que dans le mariage, dans le fait de devoir éduquer des enfants, dans le fait de s'occuper des questions matérielles et de la famille, ça va étouffer sa puissance créatrice. Mais ce que ne voit pas, alors ça c'est ce que nous raconte Hésiode, mais on peut le lire symboliquement. Et symboliquement, ça nous dit tout à fait le contraire, surtout en référence évidemment à cette histoire d'alliance de la fin de l'histoire. Pandore, c'est qui? Pandore, c'est cette femme qui a l'art du tissage, qui a l'art de l'éloquence, puisque les Grâces opposaient un collier d'or autour de son cou, à qui Athéna a offert un voile magnifique, etc. Donc, elle possède les qualités des archétypes, les qualités des dieux. Le tissage, c'est quoi? Le tissage, c'est cette capacité de rendre visible la grande trame cosmique. C'est-à-dire cette capacité de rendre visible le mariage entre la trame et la chaîne, c'est-à-dire l'archétype et la matière. Et de comprendre les cheminements de l'histoire ou des individus. Le fil. Donc, et donc, c'est peu à peu, à force de tisser, le grand dessein divin se révèle. Donc, Pandore, c'est celle qui a cette connaissance fondée sur la patience et la réception et l'ouverture et les qualités du féminin, alors que Pandore, c'est celui qui vole la connaissance, qui est dans l'impatience et qui signe son œuvre avec sa propre signature. Donc, c'est le contraire en réalité de Prométhée. Donc, le mythe nous dit quoi? Il y a une connaissance qui est liée à l'accueil du destin, et il y a une connaissance qui est liée à la transgression de la fatalité. Et il n'y a que ce mariage entre ces deux approches de la connaissance qui permet d'aller vers l'Olympe, c'est-à-dire de réaliser un monde qui soit à la hauteur de la volonté des dieux. Donc c'est cette très belle image que nous dit le dernier épisode de l'Alliance, lorsque, en réalité, Prométhée accepte l'Alliance, il accepte métaphoriquement en tout cas, les valeurs de Pandore. Et donc c'est la dialectique en astrologie entre Uranus et Neptune. Neptune étant cette connaissance, comment dirais-je? Alors je ne vais pas utiliser le terme intuitive, parce qu'il peut être interprété de différentes manières, mais c'est cette connaissance par imprégnation, et Uranus c'est la connaissance par révélation. Lorsque vous êtes dans Uranus, vous êtes dans Prométhée, vous êtes dans l'éclair qui zèbre les neurones et qui fait jaillir soudain l'idée novatrice, l'idée bouleversante, l'idée choquante parfois. Lorsque vous êtes dans une approche neptunienne, vous êtes dans le cœur, dans l'énergie, la cohérence du cœur, la présence du cœur, dans l'océan du cœur en réalité. Puisque le cœur est un océan, c'est-à-dire c'est notre manière personnelle de se connecter à l'océan. Et à ce moment-là, il y a une connaissance ou des perceptions qui surgissent, qui sont de l'ordre de l'eau, de la conscience du flux, et qui permet l'éclairage, la synthèse, la mise en place de quelque chose qui est de l'ordre du vivant et qui accompagne l'évolution psychique de la personne ou des espèces. Donc il y a la puissance révolutionnaire d'Uranus qui en fait amène des changements de paradigme, qui change les structures, il y a une connaissance bouleversante, et il y a une connaissance apaisante qui est celle de Pandore, qui est celle de Neptune, qui permet la vraie concorde et qui se situe dans l'espace du cœur. C'est pour ça que ce mythe est important, parce qu'on est vraiment dans une histoire prométhéenne, le mythe du progrès étant évidemment le mythe de Prométhée,
celui qui pense que demain sera toujours beaucoup mieux qu'aujourd'hui, et qu'après-demain sera encore beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, on est au creux de cette courbe du désenchantement du monde, puisque même le progrès, même le mythe du progrès s'effondre.